Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café pour un nouveau rendez-vous quelque part autour de la planète, puisque c'est un peu le thème de toute cette semaine. Nous avons commencé à cheval dans le Jura, hier nous étions en Afrique, demain nous serons à nouveau en Afrique, mais dans un autre pays. Et aujourd'hui nous sommes d'une part entre Orient et Occident, et aussi un peu partout autour de la planète, puisque nous sommes à la fois à cheval, j'allais dire à deux chevaux, et en deux chevaux, et qui plus est, en musique. Un beau matin, nous sommes partis faire le tour du monde pour voir comment d'autres enfants vivent sur la terre. Et puisque la terre est ronde et que le monde est un mystère, nous avons passé une année de bonheur à admirer toutes ses couleurs. On est descendu en Afrique au volant de nos deux chevaux magiques pour être accueillis comme des rois, du Sénégal au Burkina. Les djembés rythmaient nos journées à l'ombre des baobabs sacrés. Yeah, yeah. Allez! Un beau matin, nous sommes partis faire le tour du monde pour voir comment d'autres enfants vivent sur la terre. Et puisque la terre est ronde et que le monde est un mystère, nous avons passé une année de bonheur à admirer toutes ses couleurs. On a traversé l'Atlantique, découvrir le sud de l'Amérique. Yeah, yeah. L'ivresse des grands espaces lointains finit par nous prendre par la main. Marchant seul sur le désert de sel, on s'est senti pousser des ailes. Allez! Un beau matin, nous sommes partis faire le tour du monde pour voir comment d'autres enfants vivent sur la terre. Et puisque la terre est ronde et que le monde est un mystère, nous avons passé une année de bonheur à admirer toutes ses couleurs. Puis on a fait un pas de géant par-dessus l'autre grand océan. Yeah, yeah. Pour voir si Kiwi et Australie riment avec petit coin de paradis, et vous faire vivre sur internet ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Chouette, chouette, chouette. Allez! Un beau matin, nous sommes partis faire le tour du monde pour voir comment d'autres enfants vivent sur la terre. Et puisque la terre est ronde et que le monde est un mystère, nous avons passé une année de bonheur à admirer toutes ses couleurs. Après une escale à Java, l'Asie nous a ouvert ses bras et on a plongé dans la magie de l'un des de ses fantaisies. La mousson nous offrant plusieurs bains quotidiens, il s'en fallut d'un rien qu'on devienne batracien. Allez! Un beau matin, nous sommes partis faire le tour du monde pour voir comment d'autres enfants vivent sur la terre. Et puisque la terre est ronde et que le monde est un mystère, nous avons passé une année de bonheur à admirer toutes ses couleurs. Pour que
ce tour du monde soit terminé, restait plus que l'Europe à traverser. En guise d'ultime bain de soleil, on a choisi la Grèce et le bleu de son ciel, well. Et déjà nous revoilà en France, le cher pays de notre enfance. Yeah. Alors, ces trois croque-notes, nous les présenterons tout à l'heure lorsqu'ils nous auront rejoints à cette table. Deux d'entre eux ont en effet fait le tour du monde. Le troisième se contentant de les accompagner, non pas en 2 chevaux, mais en musique. Et ils ont publié un bouquin, d'ailleurs, que voici, qui s'appelle « Détour du monde, histoire d'un rêve éveillé ». Nous en parlerons tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous allons avoir 2 voyages pour le prix d'un, puisqu'à ma gauche se trouve un autre invité qui n'est pas tout à fait de la même génération, même si ça ne se voit pas beaucoup. Il a voyagé, lui, au même âge qu'eux, mais 20 ans plus tôt. C'était en 82. Adnan Azam, vous êtes syrien. Et en 1982, de votre village druze, dans les montagnes de Syrie, vous avez décidé de partir à la conquête pacifique de l'Occident. Et vous êtes arrivé d'abord jusqu'en France, en Espagne, et puis ça ne vous a pas suffi. Vous avez franchi l'Atlantique et vous avez traversé de part en part, toujours avec vos 2 chevaux, les États-Unis pour arriver à Los Angeles au moment tout juste des Jeux Olympiques. Voilà, je crois que j'ai résumé à peu près. C'est formidable. Et j'ajouterais que finalement vous avez fait le chemin inverse, que vous êtes rentré chez vous, mais avec un regard différent, un regard qui a fait que finalement, vous avez préféré faire le pont entre les civilisations en installant une espèce de centre culturel café-concert à Paris, c'est-à-dire entre la terre de l'oncle Sam et la terre de vos parents. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a, Adnan, décidé? Vous aviez quoi, 24, 25 ans? Qu'est-ce qui vous a décidé à partir? En fait, je suis parti tout de suite après mes études de droit. J'avais à peine 23 ans. Cet amour pour ma culture, la culture arabe, qui m'a fasciné et qui, puis, en constatant dans les médias le décalage entre ce que moi j'ai appris dans ma culture arabe et ce que j'entends dans les médias occidentaux, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis constitué comme ambassadeur de freelance. C'est-à-dire, je n'avais pas de mandat gouvernemental. Ni mandat d'argent, d'ailleurs. Absolument. Et je me suis dit, à un coup de mégalomanie, je serais capable de remettre le point sur les i. J'ai pris mes livres et j'ai pris le symbole de culture arabe, qui est le cheval. Et je me suis dit, avec ce symbole, je vais aller convaincre les Occidentaux, le monde occidental, de jeter un regard différent sur la culture arabe. Alors, on va jeter un œil, on va rencontrer vos deux complices, les deux chevaux. À la fin, vous serez 3 d'ailleurs, enfin, ils seront 3. Et vous serez 2 d'ailleurs. Absolument. Hein, mais eux seront 3. Et on va les rencontrer, je crois qu'on commence à les voir maintenant sur des images qui, je vous prie de m'en excuser, ne sont pas d'une très très bonne qualité. Elles ont des couleurs un peu bizarres, elles ont 20 ans, elles ont vieilli. Mais vous avez les chevaux devant vous. Présentez-les-nous en un instant, Adnan. Bien sûr. Alors, là c'est ma jument qui s'appelait Matar, ça veut dire la pluie. La grise, la blanche? La grise. La grise. La blanche, pardon. La blanche, donc, oui. ça c'est Matar. C'était une jument fantastique. C'était une jument de la maison. Il portait le baraka. Donc, en choisissant cette jument, je me suis dit, elle va m'apporter de chance. Et c'est vrai que cette jument, pendant tout le long du voyage, elle était superbe. Jamais de problème avec elle. Le matin, il commençait toujours avec une énergie extraordinaire. Et puis, voilà. La deuxième, c'est Farah. Farah, ça veut dire le bonheur. C'était un peu plus, elle était plus jeune, plus difficile, mais quand même, elle a réussi à résister et faire le voyage.
On va continuer à aller voir ces 2 chevaux, si vous le voulez bien. Je le disais tout à l'heure, ensuite ils seront 3. Mais simplement pour parler de ce que peut être le voyage avec des chevaux. Est-ce qu'on s'ouvre des portes? Est-ce qu'on en ferme? Est-ce qu'on tisse des rapports différents parce qu'on est avec des chevaux? Justement, je reviens au point là où je me suis arrêté tout à l'heure. Le cheval, c'est un symbole de la culture arabe, mais c'est aussi le symbole de culture pratiquement de la plupart des peuples, que ce soit en Occident ou en Afrique. Le cheval, ça a toujours été quelque chose de formidable. On aime, on respecte le cheval. Et c'est vrai que le cheval ouvre les portes. Grâce au cheval, et grâce à mes deux juments, j'ai réussi à rentrer dans des centaines et des centaines de maisons pendant 4 ans de voyage, 1300 jours sur la route. Je n'ai pas dormi pratiquement une seule fois à la Belle Étoile, rarement, ça m'est arrivé, mais vraiment c'est rare. Je me suis trouvé toujours invité par des gens, et c'est ça en fait. C'est cette magnifique occasion qui m'a été offerte, grâce aux juments probablement, de rencontrer le monde occidental, de parler avec les Occidentaux, d'aimer l'Occidentaux. Ce qui fait qu'au bout de ce voyage, je me suis trouvé avec 2 cultures. Ma culture que j'aimais, ma culture de départ, et la culture qui m'a adopté, que j'ai moi-même adoptée. Donc, c'est grâce aux juments. Voyons encore votre jument un instant, pas tant à cause de la jument, mais parce que là, elle est filmée chez vous, avec vous, mais chez vous, c'est-à-dire en Syrie, dans le pays druze. Et en fait, ce pays druze, qui sont les Druzes à l'intérieur de la Syrie? Le Druze, ce sont des Arabes, des musulmans, qui vivent en Syrie, au Liban, mais il y a pas particulièrement... Bon, ils ont des cultures, enfin des habitudes, des coutumes un peu peut-être différentes, mais comme chaque région en Syrie ou en Europe ou dans le monde, c'est en fait... nous sommes des gens généreux, on aime accueillir les invités, mais aussi on défend notre patrie ardemment quand il faut défendre. Mais on est animé par l'amour des autres, ça c'est sûr. Et en plus, c'est un pays de montagne dans lequel il faut avoir le caractère bien trempé. C'est exact. Alors, je vais pouvoir vous présenter maintenant, vous 3, dans l'ordre que vous voulez. Commençons par Jean-Bernard de Perra. Vous habitez au bord tout près du lac Léman. C'est en fait Sébastien qui lui habite tout à fait au bord du lac. Comment vous êtes-vous rencontrés, j'allais dire tous les deux, avec Sébastien Gerlier, puisque Davide Palminteri est venu un petit peu après. Comment vous êtes-vous rencontrés pour lancer ce tour du monde qui s'est passé en 2000 et que vous avez fait en connexion avec des enfants restés dans leur classe d'école et qui vous suivaient par Internet? Quel a été le déclic? Le déclic, je pense qu'on a commencé avec justement cette trait d'union au début, ça a été la musique, je pense. Parce qu'avec Sébastien, on était sur les bancs de l'école, de l'université, ensemble. Donc on s'est rencontrés à l'âge de 18 ans. Et puis je dirais qu'on a vraiment mûri cette amitié autour d'une passion commune qui était la musique. On a mis en place un petit groupe de musique à l'Institut universitaire d'Annecy. Et c'est vraiment ce trait d'union, moi je pense, Sébastien, je ne sais pas ce que tu en penses, qui fait qu'on s'est soudés et qu'on a voulu partir ensuite vers d'autres horizons plus lointains. Dans le genre d'autres horizons, d'ailleurs, c'est un peu, Sébastien, à l'université que vous êtes devenu professeur de cirque, parce que vous êtes professeur de cirque. Je fais de l'initiation au cirque pour les enfants. Voilà. Ouais. Il faut vraiment passer par l'université pour ça. En fait, c'est un parcours un petit peu tortueux, parce qu'on est passé par le commerce, et c'est vrai que longtemps, je me suis demandé pourquoi j'avais fait des études commerciales. Et bien après, je me suis rendu compte que c'est là-bas que j'ai rencontré JB. Et puis après, c'est comme ça qu'on est parti, puisque c'était son idée de départ d'organiser ce tour du monde, relayé par des enfants, relayé par un site internet qui nous permettait de pouvoir voyager et de faire partager notre aventure aux enfants des écoles.
Alors vous, c'était, Adnan, 20 ans plus tôt, il n'y avait pas Internet à l'époque, et puis même le téléphone, ça marchait quand ça marchait, c'est-à-dire pas toujours. En fait, vous avez progressé, vous êtes parti de Syrie, vous êtes arrivé en Europe par par la Turquie, mais je sais que sur la Turquie, il y a encore quelques doutes sur sa vocation européenne, donc disons, vous avez passé la Turquie, vous êtes arrivé en Grèce, et petit à petit, vous êtes entré dans l'Europe occidentale. Avec le recul de 20 ans, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette transition? Qu'est-ce qui est immédiatement différent entre chez vous et chez nous? L'accueil? Probablement, l'accueil, c'est vrai que je commençais à sentir un petit peu que je suis en Europe une fois que je suis rentré en Italie et en France, en fait. En France surtout, c'est là où je me suis rendu compte que l'accueil, c'est un vouloir, c'est pas un devoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, c'est pas obligatoire d'accueillir. Non. Il y a un individualisme extraordinaire. On accueille, d'ailleurs, j'ai jamais compris pour quelle raison. Bon, je sais que quand quelqu'un a vu ma photo dans un journal, ça fait quelque chose. On accueille quelqu'un à cheval, on accueille quelqu'un debout, ça fait du bien, quoi. Mais je me souviens le fois où j'étais sur la route, sous la pluie, avec mes 2 juments. C'est vrai que ça faisait pas le même effet que quand je sors juste d'un interview avec Affaire 3 sans faire la publicité pour eux. Non. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est ça. Donc, pour résumer, en fait, chez vous, que ce soit en Syrie, que ce soit même en Turquie ou jusqu'en Grèce, c'est un devoir. Il y a un devoir Un village doit vous accueillir, absolument. Sinon celui qui ne vous accueille pas va être regardé d'un mauvais œil. Absolument. Il y a un devoir d'accueil, il y a un devoir humain de solidarité avec l'invité, avec l'arrivée, ce qu'on appelle le dhaif. C'est l'homme qui arrive, l'être humain qui arrive dans le village. On lui doit l'hospitalité au moins 3 jours. Après, Après, on peut le renvoyer. On peut le renvoyer. Ouais. Alors, c'est quelque chose que vous avez remarqué, vous, en quittant cette Europe qui est votre berceau, et en entrant d'abord en traversant le monde arabe, c'est pas le même endroit, mais vous êtes passé par le Maroc, j'imagine. On a traversé tout le Maroc avec notre 2 chevaux. Voilà. Alors là, l'accueil, vous avez senti cette nuance? Ouais, personnellement, ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On a vraiment senti qu'il y avait... ce devoir, mais en tout cas, c'était... À la lecture de votre livre, je me suis dit, tiens, on est passé par la même réflexion, presque la même route, même réaction des gens. Ça m'a fait très plaisir. Merveilleusement bien accueillis sur le continent africain. On n'a pas passé beaucoup de nuits à la Belle Étoile. On avait emmené une petite tente aussi au cas où, mais on était tout le temps hébergés chez des gens à partager des... Moi, j'aimerais rajouter quelque chose aussi. Je pense que ce qui a facilité cette rencontre avec les habitants, c'était ce trait d'union qu'avaient ces 2 projets. C'était le cheval. En ce qui concerne l'aventure d'Adnan, c'était notre 2 chevaux colorés. En ce qui nous concerne, c'est évident qu'en arrivant au bled avec quelque chose comme ça, on est sûr de ne pas passer inaperçu, de ne pas passer pour le touriste lambda. C'est évident que ce soit Adnan ou nous, quand on arrivait dans un endroit, il y avait un énorme point d'interrogation. Il y avait tous les enfants du village qui se rameutaient et qui venaient à notre rencontre. Il y avait cette façon, je dirais, joviale et interpellante d'aller rencontrer l'Afrique, qui était un très bon point d'entrée. Alors, vous êtes en train de pénétrer dans l'Afrique, et à 20 ans de différence, mais que sont 20 ans aux yeux de l'histoire, vous allez dans l'autre sens. Non seulement vous arrivez jusqu'en France, on peut dire d'ailleurs qu'en France, dans le sud, vous rencontrez une jeune femme cavalière qui va... Absolument, Brigitte, qui m'a accueilli dans sa famille, puis qui est devenue mon épouse, qui m'a fait 2 enfants, Mehdi et Soraya, et que nous sommes toujours là, tous les 4. Donc ça, justement, ça fait partie de cette... en fait... je suis venu vers le monde occidental avec une envie sans faille, sans limite, de rencontrer ce monde, de voir pourquoi depuis tant d'années il y a ce affrontement. Et c'est vrai que quand on vient comme ça avec cette envie, il y a le résultat qui est là. Donc, en fait, pour résumer en 2 mots,
J'ai vécu le dialogue de ce qu'on appelait le choc de civilisation. Moi, je l'ai toujours vécu comme un dialogue de civilisation. Moi, je ne crois pas du tout au choc de civilisation. Moi, je crois profondément au dialogue de civilisation. Nous avons deux civilisations extraordinaires, des valeurs formidables. On peut, avec une bonne volonté, on peut le réconcilier. On peut les amener, on peut amener nos deux peuples à un terrain plus de dialogue que de conflit. Alors là, quand vous dites nos deux régions, nos deux peuples, nos deux cultures, c'est la vôtre, c'est-à-dire le Moyen-Orient, et c'est l'Europe. Pas seulement le Moyen-Orient, c'est le monde arabo-musulman qui va de Casablanca jusqu'à presque en Chine, et l'Europe et les États-Unis. Alors ça englobe les États-Unis parce que vous considérez que c'est la même culture? Les États-Unis, c'est pas tous les Américains, c'est pas les États-Unis de Bush. Moi je pense que les Américains, j'ai quand même passé 14 mois aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des gens formidables, il y a des gens qui ont envie, malgré la machine infernale de lavage de cerveau des gens de Bush ou des gens comme Bush. Avant, il y avait Reagan. Avant, il y avait, dans l'histoire des États-Unis, il y a toujours des gens qui pensaient qu'ils sont sur un île en dehors de notre planète. Mais il y a aussi des Américains qui sont proches de nous, qui savent que leurs racines se trouvent en Europe ou dans le monde méditerranéen d'une manière générale. Donc, mon combat, c'est parce qu'on ne peut pas mettre les États-Unis en dehors de notre monde aujourd'hui, c'est complètement irréaliste. Les États-Unis font partie de notre monde et je souhaite, à ma modeste engagement, que des milliers de gens, justement aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire à travers notre association, à travers à travers ma vie à Paris et mes voyages, mes déplacements en Europe, de rassembler le maximum de monde pour qu'on ne soit plus des touristes dans ce monde, mais qu'on soit vraiment de véritables ambassadeurs, chacun pour sa culture. Il faut aimer d'abord sa culture pour qu'on puisse aimer la culture des autres. Alors, vous allez vous faire l'avocat d'une des activités culturelles les plus répandues en Amérique du Nord. On va partir pour le rodéo. Formidable. Et vous me dites comment vous avez vécu votre premier rodéo. Vous, l'homme de cheval. Ça, c'est quelque chose qui m'a terriblement, pas choqué, mais ça m'a fait peur, en fait. Parce que c'est vrai qu'on va voir là, dans 12 secondes, quand l'image arrive, regardez. C'est triste quand un homme se résume à juste abattre un veau, une petite vachette. C'est terrible. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à comprendre. Donc vous ne pourriez pas être dans ce rôle-là? Non. Ça, c'est pas l'Amérique que j'aime. Oui, mais est-ce que ça n'est pas tout de même un peu l'Amérique? C'est pas par hasard si les rodéomans sont justement les héros au quotidien? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une bonne... Il y a des médias qui propulsent ces gens d'Amérique, ça c'est sûr. Mais il faut chercher toujours un lumière dans ce monde obscur. Bon, je vous laisse observer quelques-unes de ces images. Bon, c'est un rodéo que j'ai eu la chance de suivre parce que c'est vrai que quand on y est, c'est en même temps passionnant. Surtout si on connaît les hommes qui font ça dans leur vie de la semaine. Ça, c'est le dimanche. Mais dans la semaine, souvent, ils ont des travaux, tout ça. C'est au quotidien. C'est pratiquement, c'est pas juste un fiesta devant le touriste. C'est la vie quotidienne. C'est depuis le jeune enfant. On commence à le mettre dans sa tête que c'est un homme, qu'il doit être virulent, il doit abattre un veau, il doit avoir du courage aussi. Regardez le courage qu'il faut pour monter comme ça sur un taureau totalement sauvage. Regardez, ça c'est terrible. Ça, regardez-le. Regardez là, il va retourner contre lui, et bien voilà. Ça, vous ne le feriez pas? Jamais. Mais pourtant, vous avez du courage. Mais j'ai un courage positif. Alors nous, on a fait un rodéo avec notre deux chevaux dans le désert aussi. Hein. C'était presque comme ça à certains moments. Ça tanguait pas mal. Vous n'êtes pas passé par les États-Unis, mais vous avez vu les effets États-Unis, enfin le contre-coup États-Unis, car vous étiez beaucoup en Amérique du Sud, en Bolivie, et évidemment le Yankee, comme on l'appelle là-bas, le gringo. Mais gringo, c'est étranger en général. Parce que Yankee, c'est vraiment seulement les Américains du Nord, ne sont pas forcément très bien vus. À distance, à cette période, vous avez vu les États-Unis comment?
Tout d'abord, c'était un parti pris de notre part de ne pas aller aux États-Unis parce que l'idée, c'était de dépayser les jeunes enfants qui nous suivaient à travers Internet. Donc, on estimait qu'ils avaient assez de représentation de la culture américaine à travers tout ce qu'il y a à la télévision aujourd'hui. Donc, on voulait se concentrer sur des choses un petit peu plus dépaysantes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'influence de la culture américaine, je pense que Sébastien pourrait dire beaucoup de choses sur ce qu'on a vu. Oui. Mais c'est évident que le développement des moyens d'information, que ce soit Internet, que ce soit la télévision satellite, est en train de niveler incroyablement je dirais, pas l'économie, hein. Pas l'économie, mais les valeurs. Les valeurs, l'idée que se fait le reste du monde de ce que doit être une silhouette, de ce que doit être un mode de vie. Et c'est vrai que la magie du développement des moyens de communication a aussi cet effet pervers d'une, entre guillemets, américanisation qui a l'air de s'étendre à un rythme forcené. Ouais. Vous étiez en train de parler au nom de Sébastien, on va peut-être écouter sur ce même thème. Ouais, par rapport justement à cette évolution, à l'influence américaine sur le reste du monde, et en particulier, par exemple, sur l'Amérique du Sud. Vous le sentez? C'est quelque chose que vous avez vécu? Je n'ai pas essayé vraiment de ressentir ça. J'ai essayé plus de sentir les gens comme ils étaient. C'est vrai que moi, j'étais surpris aussi en Amérique du Sud. J'avais plus cette image de chapeau melon, visage buriné, comme ça. Et partout, c'est vrai, c'est très moderne. On était assez surpris d'un monde, finalement, c'était assez occidentalisé, quelque part. Oui, à Buenos Aires, mais à La Paz, c'est déjà plus tout à fait. Ouais, la Bolivie, déjà plus différent. Ça correspondait plus à l'image qu'on se faisait. Surtout que, ouais. Et la rencontre, vous avez réussi à rencontrer les gens, en particulier dans l'altiplano avec les Indiens? En Bolivie, c'est vrai, partout on a rencontré énormément de monde. C'est vrai qu'en Bolivie, on regarde des images fabuleuses de carnaval où je me revois danser avec une petite mamie en pleine nuit, tout habillée. Enfin, voilà, c'est vraiment la fête là-bas. C'est peut-être ça la différence entre le Sud et le Nord, c'est que dans le Sud, c'est vraiment la fête, comme chez vous, et dans le Nord, c'est le spectacle. Voilà. C'est-à-dire que c'est une fête, mais organisée. Hein, on le voyait tout à l'heure avec le rodéo, qui est tout de même, évidemment, il y a une part de spontané. Mais on va le voir maintenant avec une image que je vous propose, un reportage réalisé au Nouveau-Mexique, qui a été près d'Albuquerque, l'endroit où vous avez fini votre voyage. Et voilà une fête du dimanche, tout bêtement. Regardez, on apprend les armes. Voilà. Ça serait pas imaginable chez vous? Pas ces genres de violence, non, ça c'est sûr. Aux enfants, surtout, de ne pas apprendre ça. Ça vous choque? Ah, ça me choque terriblement. Ça m'a choqué déjà quand je suis arrivé là-bas, parce qu'en fait, c'est ça, de loin, on imagine les États-Unis comme dans le cinéma, on a vanté tellement la modernité, la civilisation, et quand on arrive, on voit ces hommes avec un look extrêmement dur, avec un look ultra virulent, avec leurs enfants qui ont à peine 3-4 ans, des pistolets à la main, c'est quelque chose d'insupportable. Ouais. Vous avez été confronté personnellement à la violence, au moins verbale? Plusieurs fois aux États-Unis. Alors ça c'est sûr. C'est probablement le pays dans le monde que j'ai moi-même, parce que je suis quelqu'un extrêmement pacifique. Mais 2-3 fois, des cowboys qui ont essayé de m'intimider jouer avec leur pistolet en disant maintenant ça y est, c'est la fin de votre jour, on va. Puis bien sûr. Donc, parce que vous étiez. Non, c'est absolument pas. Non, c'est pas parce que non, c'est leur état d'esprit, c'est leur mentalité, c'est bien sûr. Pour eux, c'est jouer avec l'arme, c'est prouver que c'est un homme costaud, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose dans le cerveau, donc il y a quelque chose entre les doigts. Alors, ici, il y a un trio, mais il y a aussi, d'une certaine manière, 2 couples. Il y a un couple de voyageurs, voilà. Et puis un couple de musiciens. Vous permettez que je le dise comme ça. Et alors, comme on n'a pas encore donné la parole à David, oui. Vous partagez l'homme symbolique, et donc vous écrivez ensemble, puisque vous ne voyagez pas, ou vous n'avez pas voyagé avec eux, David, vous écrivez les chansons, vous écrivez la musique. Et je vais vous laisser rejoindre dans quelques instants, et vous allez parler de la planète, chanter la planète. Vous
ces chansons, vous avez l'impression qu'elles sont le reflet de vos craintes pour demain ou le reflet de votre bonheur d'aujourd'hui? Un petit peu des deux peut-être. Surtout le reflet des craintes pour demain et surtout ce qu'on essaye de faire passer dans nos textes, c'est de dire attention quoi, regardez où on est et si on continue comme ça, je sais pas combien de temps ça va tenir. Alors c'est vraiment une prise de conscience pour tout le monde qu'on essaye de lancer à notre petite échelle bien sûr. Mais voilà, c'est le reflet en tout cas de cette chanson et puis d'autres aussi. Alors par exemple, ce soir, vous avez un concert à Grenoble, vous en avez assez fréquemment dans la région, ici. Qui va vous voir de nouveau? Les mêmes écoliers qui ont grandi depuis l'opération Internet ou un public plus âgé? Alors particulièrement ce soir à Grenoble, ça va être un public pêle-mêle puisque c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Festivar. Et là, toute la population grenobloise pourra déambuler dans les rues où il y aura des chansons, donc de la musique, du mime, du chant, du théâtre, un peu de tout, quoi, tout art mêlé. Donc ce sera population grenobloise pêle-mêle, on peut dire. Alors en avant-première, une chanson que vous chanterez sans doute ce soir aussi. Faites attention à la caméra qui est juste là, je vais vous laisser passer derrière, puis je vous laisse vous installer pour cette chanson. Et je profite de votre déplacement jusque sur notre scène, car je rappelle que nous sommes en direct, pour demander à Adnan comment lui voit j'allais dire ces gamins, c'est pas vraiment des gamins, ils ont l'âge que vous aviez, arrêtons, hein. Mais enfin, ces gens jeunes et leur façon de voyager. Bah, ça me fait très plaisir. Profondément, ça me fait plaisir d'avoir des jeunes, justement, qui partent comme ça à la rencontre de l'Orient, à la rencontre du monde arabe, à la rencontre du monde arabo-musulman, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut créer. En fait, c'est peut-être enlaçant, mais je ne parle que de ça, moi. C'est mon entreprise que j'ai montée depuis 30 ans, en tant que freelance diplomatie, de réconcilier ces deux mondes. Je ne me lasse jamais, je continuerai à parler. À chaque fois je vois des jeunes qui partent comme ça, je les encourage. Dans mon espace, la Reine Zenobia à Paris, ça m'est arrivé de même aider très modestement, financièrement, des jeunes, des étudiants qui partaient pour faire un mois de séjour linguistique à Rabat ou à Damas ou au Caire, ou des jeunes qui sont partis pour étudier un phénomène social ou culturel dans ce monde. Ça peut vraiment me réjouir. Et quand je lis leurs livres, je trouvais que c'est formidable cette démarche, cette volonté d'aller vers les autres. Et ça, comme l'a dit notre ami musicien tout à l'heure, il faut que notre conscience se réveille, qu'on ne s'amuse pas juste à regarder la télé comme ça d'une manière pacifique. Il faut qu'on devienne acteur dans la vie, pas juste spectateur. Alors, vous avez la préoccupation des hommes, eux aussi, mais en plus, ils ont la préoccupation de la planète, parce que justement, il y a 20 ans de différence, et qu'en 20 ans, la planète, elle a pris de sacrés coups derrière les oreilles. C'est ce qu'ils vont nous chanter maintenant. C'est à vous. Au premier solstice d'hiver de chaque millénaire, le grand conseil des planètes se réunit pour faire un bilan universel de la situation. Les planètes n'aiment pas quand ça ne tourne pas très rond. Tout le monde a pris sa place, faut dire qu'il y a de l'espace. L'habituel tour de table commencera par Mars. Pas trop chaud, pas trop froid, elle croise la Terre des fois. Quant aux petits martiens, on les entend même pas. La Terre, elle s'est mise dans un coin. Que va-t-elle pouvoir dire sur ces petits terriens? Mercure et son ami Pluton
parle de révolution. La première trouve sa cour, l'autre bien sûr trouve salon. Hormis ces plutonnades, pas de grosses jérémiades, alors qu'une planète est pourtant bien malade. Une planète qui était si belle ressemble à une poubelle. Comment en est-elle arrivée là? À cause de qui, pourquoi? Parmi ces dames planètes, les ragots vont bon train. La Lune et Jupiter accusent même les terriens. La Terre, elle préfère se taire. Elle ne dira jamais tout le mal qu'on lui fait. 16 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année. Et chaque jour, une centaine d'espèces disparaissent irrémédiablement de la surface de la planète, 10 000 fois plus vite que le taux d'extinction naturelle. Plus de 50 millions de tonnes de pétrole sont déversées chaque année dans les océans. Et chaque jour, la pollution de l'eau tue près de 6 000 enfants à travers le monde. Conscient de cet état de fait, Monsieur Soleil hausse le ton, nom d'une petite comète. Voici la solution. La Terre a besoin de repos pour retrouver son tonus. Pendant 1000 ans, les terriens iront vivre sur Vénus. Notre petite planète pourtant, bien que très affaiblie, préfère garder tous ces gens, même si c'est une folie. Sur une autre planète, il tiendrait pas la nuit. Pour ces êtres fragiles, elle demande un sursis. La Terre, tout ce qu'elle espère, c'est que les terriens en somme deviennent un jour des hommes. c'est que les terriens en somme deviennent un jour des hommes. Deviennent un jour des hommes. Deviennent un jour des hommes. Parmi les lieux où vous avez passé et les uns et les autres, il y a le Maroc, on le disait tout à l'heure, et en particulier la splendide ville de Fès. Alors je vous propose que nous entrions un instant dans Fès. L'émission, la fin de l'émission s'approche, ça va vite. Vous avez fait le tour du monde en 3 ans, eux en 4 ans, eux en 1 an. Et là, en 45 minutes, on essaye de boucler la boucle. C'est pas très simple. Nous voici donc à Fès. Et je dirais que pour vous, les jeunes, entre guillemets, hein, c'était le premier dépaysement. Et pour vous, Adnan, c'était le début du retour aux sources, par un chemin différent. Quand vous avez passé Gibraltar, quand vous vous êtes retrouvé au Maroc, en particulier à Fès, vous avez senti que vous vous approchiez de chez vous? C'était encore un autre monde que vous n'aviez pas prévu? Non, c'était pratiquement... On s'amuse assez souvent pour le touriste de dire que c'est très différent entre le Maghreb, le Mashrek, etc. Mais pour moi, vu de l'intérieur, c'est exactement le même monde. Quand je suis rentré à Tétouan, quand je suis rentré dans le premier ville, le nord marocain, je me suis dit, ça y est, je suis au retour pratiquement à la maison. Donc...
ça n'a pas été différent. Alors vous Jean-Bernard, par exemple, quand vous êtes revenu à la maison, vous avez évidemment une vision nouvelle du monde. Et vous aviez aussi un message à faire passer. Adnan nous dit c'est celui de la concorde planétaire, j'allais dire, en tout cas du dialogue planétaire. Votre conclusion, je dirais, et le message surtout que vous voudriez faire passer? Oui, il y en a tellement, mais je dirais le premier message, c'est que la bêtise et l'intelligence sont universellement réparties, que la beauté du monde mérite qu'on aille s'y plonger au plus profond pour illuminer ses vies. Un autre message aussi, c'est de dire que dans cette initiative, on est loin d'être des surhommes. On était deux étudiants, on va pas dire médiocres, mais lambda, et on s'est rendu compte de quelque chose à travers ce voyage, c'est que en habitant en démocratie, on a une chance énorme qui est partagée en fait par pas tant de monde que ça sur la planète. Et tous ces gens qu'on est allés visiter au plus profond de leur campagne, au plus profond de leur village, ils nous envient d'avoir la chance de faire ça. Et un message très fort qu'ils nous ont transmis, c'est « Vous qui pouvez le faire, faites-le pour nous. Soyez nos yeux, allez parcourir le monde et soyez nos yeux pour nous qui ne pouvons pas le faire. » Donc j'invite vraiment tous les jeunes qui auraient des initiatives de ce genre à se rapprocher de toutes les organisations officielles ou non qui existent, qui peuvent leur permettre de mettre en place ce rêve. À ce propos, je me permets de signaler que sur notre site www.tsr.ch avec bien sûr le / Zigzag Café, vous allez trouver les contacts des uns et des autres, donc si vous voulez établir la relation, n'hésitez pas. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je voudrais vous montrer, c'est un film de très mauvaise qualité, mais je voudrais vous montrer comment ça se passe quand 2 chevaux, devenus 3 d'ailleurs, et un cavalier rentrent dans leur village. Voilà, alors c'est un document qui n'est même pas sonore, c'est un document d'amateur. Malheureusement. Mais ça se passe comment pour vous quand vous arrivez là, ce moment où vous allez revoir vos oncles, votre père, ça a été long, plus long que pour les jeunes à 2 chevaux? Ben, c'est sûr qu'après 4 ans de voyage, le retour, ça a été quelque chose de fabuleux. Je me suis rendu compte que je suis devenu très, très populaire. Des centaines de personnes qui sont venues presque à la frontière. Et c'est quelque chose de fabuleux, extrêmement émotionnel de voir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui sont venus tous pour accueillir cette caravane de paix, caravane de fraternité et de dialogue entre civilisations. Alors on va accueillir un autre voyageur, ça sera pour un grand voyage qui aura lieu demain vendredi, le docteur Edward Kunz. Docteur, bonjour. Est-ce que vous appelez docteur Edward ou Majesté? Enfin, Majesté surtout. Pour le reste, vous choisissez. D'accord. Alors, le docteur Edward Kunz, Edward, il est en même temps suisse, médecin en Suisse et roi dans son pays, qui est le Ghana, avec une histoire qu'on racontera demain. Mais j'imagine que ces passages d'une civilisation à l'autre, ça ne vous laisse pas totalement muet. Non, du tout, du tout. Bon, le plus intéressant, en fait, c'est votre retour, je trouve, parce que c'est la grande différence, je trouve, entre le retour dans la Syrie, que je ne connais pas, mais que je peux imaginer être à peu près semblable au retour que j'ai en Afrique. J'ai toujours l'impression que si on arrive de l'Afrique en Europe, on va avoir 2 ou 3 personnes qui nous accueillent. Et encore, c'est heureux. Et quand on retourne en Afrique, on a 30, 40, 50, parfois on ne peut pas les compter. Et ça, je l'ai retrouvé complètement. Hein, vous nous direz... dans 2 pays qui sont relativement différents. Vous nous direz tout ça demain, voilà. Puisque vous êtes vraiment, vous, à cheval, non pas entre Orient et Occident, mais entre Europe et Afrique. Nous allons terminer en musique. Je rappelle donc les 2 bouquins de nos invités principaux. Vous allez les trouver sur notre site également. On termine en musique et on se retrouve demain. Adnan, ce que je vous propose, c'est de faire le regard croisé. Vous restez avec nous demain? Absolument. Et nous écoutons ensemble le récit d'Edward Kunz. Alors à demain pour ce qui nous concerne. Merci à vous et quelques mesures de musique. À bientôt. Merci.
Thank